Ce sont des traîtres, entre guillemets. C'est très important de mettre les guillemets à ce sujet. Ce sont les traîtres qui reviennent en Russie. De quoi parle-t-on ? Vous savez qu'il y a 1 million de personnes à peu près qui auraient quitté la Russie après le début de la guerre. Or, un certain nombre rentrent maintenant au pays. Ils reviennent après plus de 2 ans. Ça n'est pas du tout évident, vous allez voir. Ça n'est pas le retour des fils et des filles prodigues. On va voir ça avec vous, Jade Partouche. C'est intéressant. On n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de ceux qui partaient. On a beaucoup parlé de Moscou qui chasse les traîtres à l'étranger. On n'a pas encore évoqué ceux qui reviennent et qui sont dans des situations parfois compliquées. Effectivement, ils étaient à peu près 1 million à avoir quitté la Russie il y a 2 ans, pour beaucoup parce qu'ils étaient opposés au pouvoir, par peur d'être muselés, par peur de ne plus pouvoir parler, par peur de s'engager aussi. Eh bien, désormais, 2 ans après la guerre, ils sont beaucoup à vouloir revenir, un retour à pas feutrer dans un pays où ils sont considérés comme des traîtres. Rappelez-vous ce que déclarait Poutine à leur sujet il y a 2 ans. Tout peuple, en particulier le peuple russe, est capable de reconnaître les vrais patriotes de la racaille et des traîtres et de les recracher comme on recrache un moucheron qui s'est accidentellement glissé dans la bouche. Je suis convaincu que cette épuration naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. Rester discret donc pour passer sous les radars, c'est désormais leur objectif à ces Russes qui reviennent. Ne plus prendre le métro, quand on lit les témoignages, c'est ce qu'il en ressort. Éviter les rues avec des caméras de vidéosurveillance, éviter les endroits trop fréquentés pour s'assurer de ne surtout pas croiser la police. Une vie donc à l'abri des regards, mais qui vaut mieux que celle qu'ils menaient depuis 2 ans. Je me sentais seule chaque jour, chaque seconde. Je n'avais qu'une idée en tête, rentrer. Alors un matin, j'ai pris la décision. Et c'est dans un mélange de joie et de peur qu'ils retrouvent leur famille. Pour vous donner l'exemple de Dimitri, effectivement, qui est cité dans Le Parisien, les exilés de retour en Russie confient notamment souffrir de la barrière de la langue dans les pays dans lesquels ils se sont établis, de lourdeurs administratives avec certains pays qui ont en fait restreint l'accès et qui donc leur empêchent de rester durablement, et surtout une sorte de russophobie, c'est ce qu'ils dénoncent, une haine des Russes assimilée pour tous aux envahisseurs de l'Ukraine. L'inquiétude pour les proches restés sur place également est un autre argument de poids qui pousse certains à rentrer, à quitter les pays comme l'Arménie, la Géorgie, la Turquie, la Serbie, tous ces pays dans lesquels ils se sont établis effectivement sur les 2 dernières années. Ils retrouvent donc aujourd'hui une Russie qui a beaucoup changé, disent-ils. Cet homme, Alexander, s'est confié donc aux Parisiens sur sa nouvelle vie à Saint-Pétersbourg. Tout a changé. Partout dans les rues, de grands panneaux poussent à partir au front. Et il constate aussi la flambée évidente des prix, la nourriture, l'essence, l'immobilier, tout est devenu beaucoup plus cher. Début avril, l'avenir de tous ces revenants s'est assombri davantage avec cette nouvelle conscription qui a débuté dans le pays. Je vis dans la peur, mais je préfère rester ici avec mes proches. Alors impossible de trouver un chiffre exact sur ces exilés russes qui sont revenus en Russie. Effectivement, c'est assez logique quand on sait qu'ils restent discrets, mais un dernier sondage de l'institut de sondage russe Izvestia parlait de 170 à 330 000 Russes qui seraient aujourd'hui de retour. Impossible bien évidemment à vérifier. Merci beaucoup. Intéressant ces témoignages qui rendent bien compte de façon très humaine du fait que d'abord cette russophobie, subissent cette russophobie qui a saisi un certain nombre de pays. Et quand ils reviennent, évidemment, ils se sentent aussi décalés. C'est le syndrome de l'exil. Quand on revient, évidemment, on n'est plus tout à fait en phase et on a peur d'être poursuivi. Gallagher. C'est l'un des nombreux, produits dérivés de cette atroce tragédie que la Russie inflige à l'Ukraine. Il faut rappeler quand même ces chiffres, et Jade en parlait, qui sont colossaux, des centaines de milliers de personnes, selon le FSB, qui ont quitté la Russie. C'était intéressant d'ailleurs de noter que Vladimir Poutine, à aucun moment, n'a envisagé de fermer les frontières afin justement de retenir ces personnes. Quelque part, ça l'arrangeait de laisser en fait cette vapeur sortir
sortir de la cocotte minute. Mais ces personnes finissent par n'être chez elles nulle part. Et je pense que ce dont elles font l'expérience, et c'est une thématique qui revient beaucoup dans l'œuvre de Shakespeare, c'est que l'exil est un sort extrêmement cruel. Et récemment, j'ai regardé, j'encourage tout le monde à le faire, l'incroyable documentaire sur Navalny. Vous savez, le documentaire qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire. Et on s'est souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que Navalny rentrait alors qu'il savait le sort qu'il attendait, comme pas mal de ces jeunes. Et ce que j'ai ressenti dans ce film, et c'est tout bête ce que je vais dire, c'est l'évidence, c'est que votre pays vous manque. Aussi tordu soit-il, aussi mal gouverné soit-il, aussi gangréné par la corruption puisse-t-il être, vous êtes de quelque part. Vous avez des racines, une appartenance, une histoire passionnelle avec tout cela. Et donc, je pense que c'est effectivement une situation peu enviable que celle de se retrouver à l'extérieur et d'être assimilé aux nouveaux nazis, pardonnez-moi l'expression, puis de rentrer chez vous et d'être quelque part tout aussi mal à l'aise, mais pour des raisons différentes. Et on voit à quel point finalement, et j'en terminerai par là, ce massacre génocidaire qu'a déclenché Vladimir Poutine va avoir des répercussions multiples et sur des générations à venir et dans plein de secteurs de la vie. Vous parlez très bien de ce témoignage cité par Jade. Je vis dans la peur, mais je préfère rester ici avec mes proches. C'est une thématique que vous connaissez aussi. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que d'abord, il y a plusieurs choses là. C'est vrai que les Russes sont très attachés à leur terre et qu'il y a vraiment un véritable patriotisme. Je ne parle pas de nationalisme, je parle de patriotisme qui est très fort et puis un culturel, je dirais, qui est un enracinement. Bon. Et c'est vrai que moi, j'ai connu beaucoup de Russes en exil à l'époque du communisme. C'était même mes amis. J'ai eu beaucoup d'amis à cette époque-là. Ils souffraient énormément, même s'ils étaient contre le régime, et s'ils avaient souffert du régime, certains sortaient d'hôpitaux psychiatriques et de camps, ils avaient cette nostalgie incroyable qui les tenaillait par rapport à leur pays, ce qui à mon avis, c'est très important pour comprendre. Ensuite, il y a quelque chose qui a été dit et qui est important et qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils peuvent rentrer, à part tout ça, cette espèce de nostalgie et tout ça, il y a aussi l'inquiétude pour les proches, parce qu'il peut y avoir une volonté de vengeance incontestable du pouvoir contre les proches, et donc ça, évidemment, ça prend une responsabilité si vous êtes à l'extérieur, si je puis dire. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que... faisant un peu d'histoire. Ils sont tous fichés quand ils reviennent. Oui, bien sûr qu'ils sont fichés parce qu'on les a vus sortir. On voit quand ils sont partis. Et puis alors, quand ils sont rentrés, je veux dire même quand ils sont rentrés. Alors ils disent qu'ils prennent pas le métro parce qu'ils ont peur, etc. Autre chose. Ouais. Enfin, le régime sait qu'ils sont là. Alors ils savent peut-être pas toute leur adresse, etc. Enfin, c'est un régime excessivement policier quand même. Ne l'oublions pas. Hein, c'est pas une démocratie. Donc évidemment, on suit forcément les gens à la trace. Hein. Donc ceux qui rentrent, ils sont pas libres, si je puis dire. Ils sont sous la dépendance du pouvoir. Donc et alors et en plus il peut y avoir aussi du côté du régime poutinien une volonté de rapatriement. C'est parce que parmi ces jeunes, parmi ceux qui sont partis, on ne le dit pas assez souvent, il y a beaucoup de techniciens, d'informaticiens, d'ingénieurs, etc., qui manquent cruellement, évidemment, à l'appareil industriel et militaro-industriel de la Russie. Donc il peut y avoir aussi un appel d'air, si je puis dire, discret, qu'on ne voit peut-être pas nous en tant qu'occidentaux, mais de la Russie pour les faire revenir parce qu'ils en ont aussi besoin. Oui. Alors ceux-là sont un peu sans doute un peu chouchoutés, si je puis dire, mais ceux qui se prêtent à ces sirènes-là ne sont pas tous forcément utiles au pouvoir et là peuvent évidemment se retrouver dans des situations excessivement difficiles. Exactement, c'est intéressant. On va poser la question à Sergueï Boutman. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Notre relais, si vous permettez, Sergueï, de la société russe. Je rappelle que vous êtes vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou et que vous vivez toujours en Russie. Est-ce qu'en effet, certains sont chouchoutés par le Kremlin ou pas quand ils reviennent ? C'est très difficile à dire parce que c'est assez discret et c'est assez secret. S'ils sont chouchoutés par le Kremlin, qu'ils reviennent pour ces raisons-là, mais revenir, c'est toujours aussi difficile que partir. Et rentrer, j'ai des collègues, des jeunes collègues qui partaient et qui rentraient, et ça a toujours été difficile parce que nombreuses sont les causes pour lesquelles ils sont partis. Il y a tout un nombre de jeunes gens qui sont partis, qui ont fui la mobilisation. Et fui la mobilisation,
et pas toujours pour des raisons politiques qu'ils ne voulaient pas participer à cette guerre, mais pour des raisons personnelles, parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre en général et être mobilisés. C'est très difficile et comme c'était dit, les 2 vagues précédentes du XXe siècle de l'émigration russe après la Révolution et aussi pendant la période les années 50, les années 90 surtout, pas 90 mais 70 surtout, ceux qui partaient, qui éprouvaient une nostalgie extrême et énorme. Mais nous n'avons pas toujours des statistiques pour ceux qui sont restés et ceux qui restaient là. C'est où ils sont partis et qui reviennent. Et il y a toujours, c'est énormément de causes différentes et de situations différentes. Alors, il y a des gens qui s'intègrent librement dans la société qu'ils ont retrouvée là-bas. Et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais la société russe réagit comment ? Ils ont subi la russophobie lorsqu'ils étaient en exil. Est-ce que quand ils reviennent, ils se jettent dans la gueule du loup? Ils sont à la fois surveillés par le Kremlin et regardés de travers par leurs voisins? Non, pas du tout. Oui, surtout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a aussi si on parle, disons, des difficultés pendant leur émigration, leur départ, il y a une russophobie réelle et il y a une russophobie imaginaire. J'ai un jeune collègue qui était parti dès le début de la guerre et qui est là où il était, il a commencé tout de suite à aider les réfugiés ukrainiens. Il a subi des situations tout à fait difficiles quand il était, mais c'est par exemple la russophobie des Ukrainiens, des réfugiés, c'était très rare. Parce qu'il comprenait, et il commençait par dire que je suis russe, je viens de Moscou, et je veux vous aider, c'est tout ce que je peux faire. Oui. Il faut expliquer, il faut pouvoir expliquer pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là et pourquoi tu as fui le régime de Poutine. Voilà, mais sans la connaissance des langues, sans cette connaissance des us et coutumes du pays où tu viens, c'est très difficile et parfois c'est impossible de rester là. Et alors, Yulia Navalnaya, elle revenait récemment dans Time sur la difficulté à supporter le retour. Elle disait qu'il reste en Russie un grand nombre d'opposants à la guerre. Seul un petit nombre est parti à l'étranger. La majorité n'a nulle part à fuir. C'est leur pays. Ils y resteront malgré tout. Certains d'entre eux résistent. Et ce nombre ne se compte pas, bien sûr, en dizaines de millions. Elle ajoutait, tout le monde n'est pas prêt à vivre en héros. Ils continuent donc à vivre leur vie normale. Oui. Effectivement, pas toujours facile de... Alors là, on peut évoquer ceux qui restent, quoique opposants, et puis ceux qui reviennent pour avoir fui Poutine et qui finalement ont des difficultés à assumer. C'est un petit peu la proportion qu'on connaît. Vous savez, on dit qu'avec 10% de décideurs, 10 à 20% de décideurs et puis 80% de suiveurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 90% des Français qui sont restés, qui ont fait le dos rond et puis qui ont attendu que ça se passe. Si vous prenez les gens qui ont combattu avec la France libre, etc., c'est quelques centaines de milliers de personnes en comptant l'armée de libération. Et puis, si vous comptez la résistance, c'est quelques dizaines de milliers de personnes sur une population de 45 millions d'habitants. Donc, effectivement, il faut comprendre, il y a des gens dont les préoccupations quotidiennes ne sont pas celles de mener la guerre. C'est simplement de s'occuper du quotidien, de survivre, etc. Et puis, tout le monde n'a pas une mentalité de héros, etc. Donc, voilà. Et puis, alors, je voudrais simplement dire, partir à l'étranger, dans la durée, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, chez les Grecs, l'ostracisme, c'est-à-dire quand on était banni de son territoire, eh bien l'ostracisme c'était quasiment le dernier stade avant l'exécution. C'était quasiment une des sanctions les plus importantes. Hein, et donc, vous voyez, on avait saisi l'ampleur et les Grecs, quand ils étaient ostracisés, ils n'avaient qu'un souhait, les hommes politiques comme Alcibiade, par exemple, au 5e siècle, c'était de revenir à Athènes, revenir dans son pays, revenir dans sa patrie. Donc ça, effectivement, ça doit être très très compliqué à vivre, mais on peut le comprendre. Moi, je ne juge pas les gens. Je veux dire, quand on dit les Russes ne résistent pas,
on n'est pas russe, on n'est pas en Russie, on vit dans un pays démocratique. Et réellement, je crois que chaque cas est un cas individuel. Il faut le respecter comme ça. Qu'est-ce que ça dit quand même de la guerre qui dure, ce retour des Russes qui sont partis vraiment par instinct de survie et puis qui finalement sont obligés de revenir alors que la guerre continue et que la conscription continue? Ça dit qu'eux-mêmes ont été pris de court par leur propre pouvoir, puisqu'il faut rappeler les conditions dans lesquelles et le pays dans lequel ils évoluent. Je vous rappellerai juste un chiffre qui m'avait beaucoup marqué. En septembre 2022 intervient l'ordre de mobilisation partielle. Vous vous souvenez du chiffre ? 300 000. Oui. C'était exactement le nombre de jeunes Russes, la plupart d'entre eux jeunes, qui avaient quitté justement la Russie. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe pour eux ? Et il faut penser à cette réalité dont ils font l'expérience. Ils sont partis d'un pays dans un piteux état. Ils ont fait l'expérience, certes, d'une vie, et le général la décrivait très bien à l'instant, qui n'était pas forcément aisée dans des pays qui ne sont pas les leurs, où ils ne sont pas forcément parfaitement à l'aise dans la langue du dit pays, mais ils ont quand même fait l'expérience de certaines libertés. Et ils reviennent dans leur pays, la Russie, pour se rendre compte de quoi ? Du fait que la situation qu'ils ont quittée, c'est empiré en réalité, que la répression est encore plus accrue, que le pouvoir est encore plus menaçant et que la menace à laquelle, il ne faut pas l'oublier, ils ont voulu échapper, celle de la conscription, elle reste présente. Ouais. Ça n'a pas du tout disparu. Dans un pays où la propagande aussi a décuplé. Sergueï Boutman, est-ce que le Kremlin, de façon, comment dirais-je, réelle ou pas, dans l'habitude du mensonge, est-ce que elle fait savoir que justement ces jeunes Russes qui étaient partis au tout début reviennent ? Parce que ça peut servir leur récit, comme on dit. C'est comme il dit, on vient de citer une intervention de Poutine, mais après cela, il y a eu plusieurs déclarations et plusieurs équivoques qui disaient que, bien sûr, il y a des gens qui se sont trompés et ils vont revenir. Et ils vont comprendre qu'être patriote, c'est bien, et qu'être russe et vivre son pays avec les problèmes, avec tout ce que ce pays subit de la part de l'Occident, etc. Ils verront ça et ils seront accueillis. Il n'y a pas de vengeance. Voilà, ça s'est dit à plusieurs reprises par M. Peskov et les autres. Ça se disait. Voilà. Poutine pas rancunier, on a du mal à le croire. Merci infiniment en tout cas, Sergueï Boutman, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui dans le temps de l'info. Je vous souhaite une très bonne journée. Poutine pas rancunier ? Pas rancunier, ça j'y crois pas une seconde, soyons clairs. Surtout qu'il a comme modèle Staline. Alors je fais un petit... Je ne sais pas si vous avez vu un film extraordinaire français qui s'appelle Est-Ouest, qui raconte justement comment après-guerre un certain nombre de Russes qui avaient fui, même la Révolution, etc., ont été rappelés par le pouvoir en disant venez, nous avons besoin de reconstruire la Russie, etc. La plupart ont été renvoyés au goulag, et beaucoup ont été fusillés sur place immédiatement. Alors évidemment, c'est pas ce qui arrive aujourd'hui, j'entends bien, mais de fait, on retrouve un peu cette espèce d'état d'esprit, si je puis dire. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir quand même que pour un Russe, c'était très difficile le problème d'assimilation dans un pays occidental, parce que c'est pas du tout la même culture, la même langue. Alors c'est vrai de toutes les immigrations, j'entends bien, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a une espèce d'attachement à la terre formidable. Et donc c'est ça qu'il faut savoir. Troisième chose que je voulais dire aussi, c'est l'armée russe. C'est pas n'importe quelle armée, parce qu'être conscrit dans l'armée russe, c'est excessivement de souffrance. Excessivement de souffrance. Okay. Je vous signale que la plupart des hommes sont violés. Vous entendez ce que je dis ? La plupart des hommes sont violés. Ça fait partie de l'apprentissage, de l'obéissance. Ce que je raconte, c'est pas du baratin. Bon, on le sait, il y a des témoignages. Donc, pour un jeune conscrit, aller dans l'armée, et c'est pour ça que les mères ne veulent pas souvent que leurs enfants aillent. C'est pas qu'ils ont peur éventuellement qu'ils soient tués, c'est aussi des peurs de ce qu'il va subir. Et ça, c'est un héritage du soviétisme incontestablement. Donc, être conscrit dans l'armée russe, ce n'est pas... De l'armée du tsar. Oui, de l'armée de l'armée. Il y avait les châtiments corporels de l'armée du tsar qui existaient comme au XVIIIe siècle. Le Knout, par exemple. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, l'armée n'a pas suivi le tsar en 1917. Bien sûr. La maltraitance des soldats au niveau du matériel, par les au niveau de officiers impériaux russes est une des causes aussi de la défaite entre 1917 et 1920 des troupes blanches. Bien sûr, absolument. C'est un chapitre passionnant que vous venez de oui, et très triste. On va refaire. Très peu connu. Très triste, atroce.